La soirée battait son plein, enfin, façon est de parler. La musique jouait trop fort, les rires étaient trop forcés, et les projecteurs braqués sur Julien, Max, dans ma tête, même après tout ce temps, me donnaient la nausée. Je me tenais là, sur l'estrade, au Grand Théâtre de Bordeaux, sentant les yeux de 300 personnes, tout ce que la région comptait de puissant percer ma robe grisâtre, grise comme ma vie depuis 3 ans. Julien venait de recevoir un prix pour l'engagement citoyen de l'entreprise. Il avait l'air ravi de lui, les dents étincelantes sous les flashs. C'est là qu'il m'a tiré à ses côtés, comme un trophée mal assorti. Ma main tremblait légèrement. Mon Dieu, j'aurais dû savoir, j'aurais dû anticiper le coup. Il a posé une main sur ma taille, la serrant si fort que ça en devenait douloureux, un sourire de façade aux lèvres. « Ma femme, Marie », a-t-il dit à la foule, son regard glissant sur moi comme sur un meuble. Elle est simple, douce comme un petit chiot, très loyale. Pas spécialement brillante, mais loyale. La salle a éclaté de rire. Un rire gras, complice. Mon visage s'est enflammé, une chaleur écrasante. À ce moment précis, j'ai cru que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds et m'engloutir. Puis Sophie, Vanessa, sa collègue aux répliques acérées, la vipère, s'est penchée vers le micro, avec son petit sourire en coin, celui qui dit « Je suis de votre côté, mesdames, mais regardez un peu la cruche. » Eh bien, on ne peut pas toutes être des génies, a-t-elle gloussé. Certaines femmes sont juste faites pour soutenir de grands hommes dans l'ombre. Encore des rires, plus fort cette fois. Un murmure d'approbation a parcouru l'assemblée. J'ai senti Julien me tapoter l'épaule, un geste paternaliste et dédaigneux. « Tu peux aller te rasseoir maintenant, chérie. Les grandes personnes discutent. » C'était fini. Le test était terminé et la réponse était claire. J'ai fait volte-face, prête à disparaître, à me fondre dans le sol, quand les lourdes portes à l'arrière du salon principal se sont ouvertes avec fracas. Le bruit a traversé les derniers rires, les étouffant. 4 hommes en uniforme diplomatique suédois, bottes résonnant sur le marbre immaculé, ont fait irruption le pas militaire. Derrière eux, un homme grand, d'une 60aine d'années, son écharpe bleu roi et or traversant son costume sombre, a avancé. Sa seule présence a imposé un silence absolu. Il s'est dirigé droit vers l'estrade, ses yeux bleus comme la Baltique fixés sur moi. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, sur cette estrade, devant tout ce beau monde à Bordeaux, avec mon père qui surgit de nulle part comme un deus ex machina, il faut remonter un peu le temps. Il y a 3 ans, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement le jour de notre arrivée dans notre appartement des Chartrons. C'était un mardi, ça je m'en souviens. Le mardi était le jour du repassage de Julien. Je pliais les chemises de Julien avec une précision presque mécanique. Chaque col vers la gauche. Je suis parfaitement lisse. J'avais appris ce qui règle à la dure. « Tu as froissé ma chemise Oxford bleue hier », a-t-il lancé depuis la salle de bain. Tu te rends compte à quel point c'est embarrassant pour un associé principal d'arriver au tribunal en ayant l'air d'avoir une femme incapable de s'occuper de sa lessive? Je n'ai rien dit. J'avais découvert, très tôt dans notre mariage, que le silence était la meilleure façon de raccourcir ses monologues. Il est sorti, déjà impeccablement vêtu d'un costume anthracite, qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Il m'a examiné comme on inspecterait une tache sur son tapis. « Tu vas porter ça pour aller au supermarché? » J'ai baissé les yeux sur mon jean et mon pull. C'était l'idée, oui. « Tu as l'air d'une sans-abri. Mets au moins quelque chose de décent. Et si quelqu'un du cabinet te voit, il a attrapé sa maillette. Va chercher mon linge au pressing. Les billets sont sur le comptoir. N'oublie pas comme la dernière fois. » La porte s'est refermée derrière lui. J'ai attendu d'entendre l'ascenseur descendre avant de sortir mon téléphone. 5 messages manqués, tous en suédois. « La fusion de Tokyo a besoin de ton approbation.
Bruxelles attend ta signature pour l'accord d'infrastructure. Ton père demande quand tu rentres à la maison. J'ai tapé des réponses rapides en suédois, mes doigts volant sur le clavier. En 10 minutes, j'avais autorisé le déplacement de 40 millions de dollars, restructuré un accord de dette d'entreprise et poliment décliné l'invitation de mon père à rentrer à Stockholm. Mon téléphone a sonné, un numéro de Genève. Ja, det här är Marie. J'ai répondu dans un suédois impeccable. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai négocié une restructuration financière complexe qui allait sauver 3000 emplois en Europe. J'ai parlé en suédois, puis je suis passé à l'allemand lorsque les représentants de Francfort ont rejoint l'appel, puis au français pour le contingent parisien. Ma voix claire, confiante, dégageait une autorité qui aurait choqué Julien. Elle inspirait le respect à des hommes 2 fois plus âgés que moi. Une fois l'appel terminé, j'ai supprimé l'entrée de mon historique d'appel, comme toutes les autres. Le soir même, Julien a ramené Sophie à dîner. C'était devenu une routine, 2 fois par semaine, sous prétexte de travailler sur des dossiers urgents. Je cuisinais tandis qu'ils étaient assis à la table de la salle à manger, leurs têtes proches l'une de l'autre, riant à des blagues auxquelles je n'étais pas invité. « Ce poulet est sec », a dit Julien, sans lever les yeux de ses papiers. « Je suis désolé, je vais faire autre chose. » Sophie a souri, son expression dégoulinante de fausse sympathie. « Ne t'excuse pas, Marie. Cuisiner, c'est difficile. Tout le monde n'a pas le don. Je suis sûr que tu fais de ton mieux. » Julien a ri, un vrai rire. Il a ri de la condescendance de Sophie envers sa propre femme. Je l'observais depuis l'embrasure de la cuisine. Son visage entier changeait quand il regardait Sophie. Il était animé, engagé, vivant d'une manière qu'il ne l'était jamais avec moi. Sophie était perspicace là où je jouais la terne, ambitieuse là où je prétendais au contentement, agressive là où je maintenais une douce docilité. Julien aimait ça. Il aimait l'esprit acéré de Sophie, ses observations perçantes, ses instincts professionnels impitoyables, tout ce qu'il m'avait appris à ne pas être. « Marie, tu pourrais nous laisser un peu d'intimité ?» a dit Julien. « Nous discutons de questions confidentielles de clients. » Je me suis retiré dans la chambre avec mon ordinateur portable. Une fois la porte fermée, j'ai ouvert des fichiers cryptés et examiné l'état financier de Lefebvre & Associés, le cabinet où Julien travaillait. Le cabinet qu'il croyait indépendant. Le cabinet que j'avais secrètement acheté il y a 3 ans pour éviter sa faillite. Les associés principaux n'avaient aucune idée de qui était le véritable propriétaire de leur entreprise. L'achat avait été structuré à travers tant de fiducies et de sociétés écrans que même des experts comptables légistes auraient eu besoin de moi pour remonter jusqu'à moi. Une seule personne soupçonnait la vérité. Jean-Luc, l'associé gérant, avait remarqué trop de coïncidences entre le salut mystérieux du cabinet et ma présence dans la vie de Julien. Du salon, j'ai entendu le rire clair de Sophie et le rire grave de Julien en réponse. Le son m'a traversé comme du verre brisé. Mon téléphone a vibré avec un autre message en suédois. « 3 ans, ça suffit. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Rentre à la maison. » J'ai fixé le message. 3 ans à me faire petite. 3 ans à endurer la cruauté désinvolte de Julien, ses commentaires méprisants, sa préférence pour la compagnie de Sophie plutôt que la mienne. 3 ans à tester s'il pouvait m'aimer, vraiment m'aimer, sans connaître mon titre, ma richesse, mon éducation, mon pouvoir. Il avait échoué à chaque test. J'ai pensé au contrat de mariage, celui qui reposait dans un coffre-fort au consulat suédois. Celui que les avocats de Julien avaient rédigé, si confiants dans leur clause unilatérale, qu'ils avaient manqué la clause que mon équipe avait enterrée à la page 47. La clause de moralité, le piège qui attendait de se refermer. À travers la porte, j'ai entendu Julien dire « Je ne sais pas pourquoi je l'ai épousée, elle est tellement gérable. » La réponse de Sophie était trop faible pour être entendue. Mais Julien rit de nouveau. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pris une décision. 3 ans, c'était assez. La femme que Julien appelait gérable
était diplômée de l'Université d'Uppsala à 19 ans avec un double diplôme en droit international et en économie. Elle parlait 7 langues couramment: suédois, anglais, allemand, français, espagnol, mandarin et russe. À 21 ans, elle avait été chargée de gérer les avoirs américains des fiducies familiales Bernadotte, un portefeuille d'une valeur de 800 millions de dollars qui touchait à tout, des startups d'énergie renouvelable en Californie aux développements immobiliers à Miami. Rien de tout cela n'apparaissait sur un quelconque registre public accessible aux États-Unis. Son travail était mené à travers un réseau de conseillers, d'avocats et de gestionnaires financiers qui ne la connaissaient que sous le nom de Mary Bernadotte, un nom qui ne signifiait rien pour personne en dehors des cercles financiers nordiques. Chaque soir après que Julien se soit endormi, je travaillais. J'attendais que sa respiration s'approfondisse en un rythme lourd de sommeil, puis je me glissais hors du lit et dans le petit bureau où il n'entrait jamais, car il le considérait comme ma petite pièce d'artisanat. L'ordinateur portable que j'utilisais était crypté avec une sécurité de niveau militaire. Mes appels vidéo étaient acheminés via des serveurs dans 3 pays différents. Cette nuit-là, j'avais une réunion avec le conseil d'administration d'une entreprise pharmaceutique à Francfort. Ils avaient besoin d'une approbation pour une fusion qui affecterait les prix des médicaments dans toute l'Union européenne. J'ai écouté leur présentation en allemand, posé des questions précises sur leur impact prévu sur l'accessibilité dans les marchés à faible revenu, et j'ai finalement refusé la fusion à moins qu'ils ne restructurent leur modèle de prix. Mais Madame Bernadotte, a protesté le PDG, cela nous coûtera des millions en revenus projetés. Alors vous gagnerez des millions en moins, ai-je répondu calmement. La fiducie Bernadotte n'investit pas dans des entreprises qui privilégient le profit au détriment du bien-être humain. Restructurez votre modèle ou trouvez d'autres investisseurs. Ils ont restructuré. Après l'appel, j'ai examiné des contrats pour un développement immobilier à Toulouse, signalé des préoccupations concernant les études d'impact environnemental pour une opération minière dans les Pyrénées et approuvé le financement d'une initiative d'éducation technologique pour les femmes de Marseille. À 3 heures du matin, j'avais pris des décisions qui affecteraient des milliers de vies et des centaines de millions de dollars. Julien dormait à travers tout ça sans jamais bouger. Je me suis souvenu de la nuit où nous nous étions rencontrés, 4 ans plus tôt, lors d'une vente aux enchères caritatives au profit d'un hôpital universitaire de Bordeaux. J'avais 22 ans, travaillant comme serveuse pour maintenir ma couverture d'étudiante ordinaire. Je disais aux gens que j'étudiais à l'Université de Bordeaux, suivant quelques cours, essayant de trouver ma voie. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. Julien m'avait remarqué immédiatement. Il m'avait courtisé avec l'intensité ciblée d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Des fleurs livrées à mon appartement, des dîners coûteux, des week-ends sur le bassin d'Arcachon. Il parlait de lui constamment, ses affaires, ses ambitions, sa trajectoire vers le plus jeune associé principal de l'histoire de Lefebvre & Associés. Il n'a jamais demandé ce que j'étudiais, jamais posé de questions sur ma famille, au-delà de confirmer qu'ils étaient quelque part en Europe. Il n'a jamais demandé ce que je voulais de la vie. Je trouvais ça fascinant d'un point de vue clinique. Voici un homme qui prétendait tomber amoureux de moi, mais ne montrait aucune curiosité pour la personne que j'étais réellement. À notre 4e rendez-vous, il m'avait emmené à un dîner de cabinet. Je l'avais observé interagir avec ses collègues, vu la façon dont il jouait la comédie pour eux, la façon dont il se positionnait comme la personne la plus intelligente dans chaque conversation. Quand nous étions retournés à sa voiture, il avait dit « Tu étais parfaite ce soir, discrète, jolie, tu n'as pas essayé de dominer la conversation. » C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est là que j'avais compris. Julien ne voulait pas une partenaire, il voulait un accessoire. La plupart des femmes auraient mis fin à la relation immédiatement. J'avais fait quelque chose de différent. J'avais vu une opportunité pour une expérience. J'avais grandi au Palais Royal de Stockholm,
troisième dans l'ordre de succession au trône, entouré de gens qui me traitaient avec déférence à cause de mon titre. Chaque relation était colorée par ce que je représentais. Pouvoir, richesse, connexion. Je n'avais jamais su si quelqu'un m'aimait pour moi-même ou pour ce que je pouvais leur offrir. Julien ne savait pas ce que je pouvais offrir. Pour lui, j'étais juste une jolie étudiante sans argent, sans connexion, sans valeur au-delà de ma volonté de m'intégrer dans sa vie. Alors, j'ai décidé de l'épouser pour voir si un homme pouvait m'aimer, vraiment m'aimer, quand il pensait que je n'avais rien. J'ai tout documenté. Les petites cruautés, les commentaires méprisants, le fait qu'il ne posait jamais de questions, sa préférence pour la compagnie de Sophie, chaque manquement à la décence humaine la plus élémentaire enregistré dans un journal que je tenais en suédois, stocké dans des fichiers cryptés. Je lui avais donné 3 ans. 3 ans pour me voir, me valoriser, montrer le moindre signe de curiosité sincère pour sa propre femme. Au lieu de cela, il m'avait traité de gérable. Le contrat de mariage que mes avocats avaient préparé était un chef-d'œuvre d'architecture juridique. Les avocats de Julien s'étaient tellement concentrés sur la protection de ses biens, de ses parts d'associés, de ses revenus futurs, de ses propriétés, qu'ils avaient à peine jeté un œil à la clause de moralité enfouie au paragraphe 12 de la page 47. L'humiliation publique de l'un ou l'autre conjoint entraînait la confiscation immédiate de tous les biens matrimoniaux. Les avocats de Julien avaient supposé qu'il ne s'humilierait jamais lui-même. Ils n'avaient jamais envisagé qu'il puisse m'humilier. J'ai fermé mon ordinateur portable alors que l'aube se levait sur Bordeaux. Dans 6 heures, le gala du gouverneur commencerait. Dans 6 heures, je saurais si Julien avait encore un semblant de décence. Je connaissais déjà la réponse. Ce soir ne ferait que l'officialiser. Moment, ici je dois faire une petite pause. Cette histoire, toute cette situation avec Julien, Sophie et mon père qui arrive comme un roi d'une autre dimension, c'est complètement absurde, non? Je veux dire, pensez-y. Une princesse qui se déguise en étudiante simple, qui épouse un avocat arrogant juste pour faire une expérience sociale. En France, on dirait que je suis tombé sur la tête, ou que c'est un scénario de film. C'est le genre de choses qui arrivent aux autres, jamais à soi. C'était tellement surréaliste, si loin de la vie au palais où chaque pas est calculé. J'avais besoin de prouver quelque chose, à moi-même plus qu'à quiconque. Mais est-ce que ça valait la peine de se faire rabaisser pendant 3 ans? De supporter tout ça? C'était une décision étrange, dangereuse, limite folle. Je ne suis pas sûr, même aujourd'hui, que j'ai eu raison de faire ça. Mais à ce moment-là, ça me semblait essentiel. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour tester la sincérité. Enfin bref, revenons à la soirée, parce que les choses étaient sur le point de devenir très intéressantes. Sophie, Vanessa, souvenez-vous, tournaient autour de Julien comme un requin affamé depuis 18 mois, et j'avais observé chaque mouvement calculé. Ça avait commencé petit. Lors d'un cocktail du cabinet, le printemps dernier, Sophie m'avait approché avec une coupe de champagne et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marie, chérie, je voulais te voir. J'ai remarqué que tu étais encore seule. » La voix de Sophie portait juste assez loin pour que les épouses des associés voisins l'entendent. Ces discussions juridiques peuvent être tellement accablantes quand on n'a pas les bases. Ça doit être épuisant de faire semblant de suivre. Les autres femmes avaient échangé des regards. L'une d'elles m'avait même tapoté le bras avec pitié. Au dîner des stagiaires d'été, Sophie avait bruyamment loué ma robe, une simple robe fourreau bleu marine que Julien avait approuvée, puis avait ajouté « J'adore que tu ne te sens pas obligé de rivaliser avec toutes les marques de créateurs ici. Une telle confiance est si rare. La plupart des femmes se sentiraient intimidées, mais toi, tu embrasses juste la discrétion. » Discrétion signifiait bon marché. Tout le monde avait compris ce que Sophie voulait vraiment dire. Lors de la vente aux enchères caritatives annuelles du cabinet en septembre, Sophie était allée plus loin. Elle m'avait tiré à part dans les toilettes pour femmes, son expression dégoulinant d'inquiétude. « Chérie, il faut que je te dise quelque chose. En tant qu'amie, les gens parlent.
Ils disent que Julien semble déconnecté de toi lors de ces événements. Je m'inquiète de l'image que ça donne pour son parcours vers l'association. Sophie avait doucement touché mon épaule. As-tu envisagé de suivre quelques cours, d'apprendre le droit des sociétés, la finance, juste assez pour tenir des conversations de base? Je détesterais que tu le retiennes. J'avais observé le reflet de Sophie dans le miroir, étudiant la performance. C'est un conseil réfléchi. Je veille juste sur vous deux. Julien est brillant. Il mérite une partenaire qui puisse égaler son intellect. Non pas que tu ne sois pas merveilleuse à ta manière. À ta manière. L'insulte enveloppée dans un compliment délivré avec un sourire compatissant. Mais la campagne de Sophie ne visait pas seulement à m'humilier. Elle voulait me remplacer entièrement. J'avais remarqué le changement il y a 3 mois. Sophie a commencé à travailler tard chaque fois que Julien travaillait tard. Elle lui apportait du café exactement comme il l'aimait. Elle riait à toutes ses blagues, défiait ses idées juste assez pour paraître intelligente, mais jamais assez pour menacer son ego. Elle portait un parfum qu'il complimentait et des jupes qu'il remarquait. Lors d'un dîner d'associés le mois dernier, j'avais entendu Sophie parler au mentor de Julien, Jean-Luc. Julien est gâché dans sa situation actuelle, avait dit Sophie, sa voix basse mais audible de l'endroit où j'étais assise, ignorée à l'autre bout de la table. Il a besoin de quelqu'un qui puisse naviguer ses salons avec lui, pas quelqu'un pour qui il doit s'excuser. Une femme devrait être un atout, pas un passif. Jean-Luc avait émis un son non committal, mais Sophie avait insisté. Je veux dire, regardez les Durand. Madame Durand conclut des affaires à chaque événement parce qu'elle comprend le business. C'est le genre de partenaire dont un homme du niveau de Julien a besoin. Le message était clair. Je n'étais pas cette partenaire. Mais Sophie, elle, pouvait l'être. Ce que Julien ne savait pas, ce que Sophie cachait derrière sa façade de soutien, c'est qu'elle sabotait systématiquement ses dossiers. Mon réseau de renseignements était solide. Les mêmes personnes qui géraient mon portefeuille de 800 millions de dollars surveillaient également les menaces à mes actifs. Et la carrière de Julien était considérée comme un actif. J'avais découvert la trahison de Sophie il y a 6 semaines. Sophie fournissait des informations sur les dossiers de Julien à Dumont & Associés, un cabinet rival, en échange d'une promesse d'association principale. Elle avait copié des fichiers confidentiels. Elle avait informé l'avocat adverse des stratégies de Julien. Elle avait sapé une négociation de fusion majeure en divulguant les termes de Julien à l'autre partie. L'affaire Lefebvre, la réalisation la plus remarquable de Julien pour laquelle il serait honoré ce soir-là, avait failli s'effondrer à cause de l'ingérence de Sophie. Je l'avais discrètement sauvé grâce à mes propres connexions, passant des appels en suédois et en allemand, qui avaient réacheminé la négociation par des canaux que Sophie ne pouvait pas toucher. Julien n'avait aucune idée que sa collègue le détruisait tout en lui souriant. Il était trop ébloui par son attention, trop flatté par son admiration. La veille du gala, j'étais rentré tôt d'une prétendue virée shopping pour trouver Julien et Sophie dans le salon, partageant du vin, assis plus près que des collègues ne devraient n'être. J'avais marqué une pause dans le couloir, hors de leur vue. « Alors, demain soir, c'est ta grande soirée ?» disait Sophie. « Tu emmènes Marie ?» Julien avait soupiré lourdement. « Je suis obligé. Ça aurait l'air étrange de ne pas le faire, mais honnêtement, elle va rester là comme une décoration. Elle ne comprendra pas la moitié de ce qui sera discuté. »« Pourquoi l'as-tu épousée ?» La question de Sophie était audacieuse, intime. Parce qu'elle était gérable. La réponse de Julien était venue rapidement, comme s'il y avait souvent réfléchi. Ma première petite amie était ambitieuse, toujours en compétition avec moi. Ma deuxième était trop sociable, toujours en demande d'attention. Marie ne rivalise pas, ne demande pas, ne complique pas ma vie. Elle existe juste en arrière-plan. Sophie avait ri, un son enchanté. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Un mariage de convenance. Ça me va par contre. J'avoue qu'avoir quelqu'un comme toi dans les parages m'en fait me demander ce que je ratais.
J'en avais assez entendu. J'avais quitté discrètement l'appartement et marché pendant 2 heures dans les rues de Bordeaux, mon téléphone vibrant de messages de mon équipe de sécurité demandant où j'étais passé. À mon retour, Sophie était partie. Julien dormait sur le canapé, la bouteille de vin vide sur la table basse. Je l'avais regardé longuement. Cet homme qui m'avait épousé parce que j'étais gérable, qui me gardait comme un meuble, qui était trop égocentrique pour remarquer qu'il était trahi par la femme qu'il admirait. Ce soir-là, au gala, tout prendrait fin. Le test se conclurait. Les résultats seraient livrés. Julien et Sophie avaient tous deux échoué. Je me tenais devant le miroir de la chambre ce soir-là, portant la robe grise que Julien avait choisie. Elle ternissait mon teint, me rendant pâle et effacé. Je me suis regardé disparaître dans le tissu, devenant exactement ce que Julien voulait. Invisible. Derrière mon reflet, Julien ajustait sa cravate à nœud papillon, déjà mentalement au gala, acceptant les louanges. Il ne m'a pas regardé une seule fois. « N'oublie pas », a-t-il dit en regardant sa montre. « Souris quand les gens te parlent, mais n'offre pas d'opinion. Contente-toi d'être d'accord avec tout ce que je dis. C'est une nuit importante pour moi. » Je comprends. Bien, allons-y. Le grand théâtre de Bordeaux brillait d'une lumière chaleureuse. Son architecture néoclassique offrait le cadre parfait pour l'élite bordelaise. J'ai marché 3 pas derrière Julien en entrant. Mon rôle était clairement établi. La première humiliation était venue en quelques minutes. Marguerite Delacroix, l'épouse d'un sénateur régional, tenait court près de la fontaine à champagne avec 4 autres épouses d'associés. Je me suis approché de leur cercle, tentant de me joindre à la conversation. Marguerite m'a jeté un coup d'œil, puis a continué son histoire sans pause. Alors, j'ai dit au traiteur, « Si vous ne pouvez pas vous procurer des fruits de mer durables pour 300 personnes, vous n'êtes pas le traiteur qu'il nous faut. » Les autres femmes ont hoché la tête avec enthousiasme. Je suis resté au bord de leur cercle, attendant une ouverture qui n'est jamais venue. Après 5 minutes insupportables, je me suis éloigné. Aucune d'elles n'a remarqué mon départ. Julien était à l'autre bout de la salle, riant avec le procureur général. Quand un mécène des arts a demandé qui j'étais, la réponse de Julien a porté clairement. « Oh, c'est juste ma femme. Marie, elle ne fait pas grand-chose. » Juste la femme. 3 mots qui m'effaçaient complètement. Sophie s'est matérialisée à mon coude, splendide dans une robe de soie émeraude qui coûtait probablement plus qu'un remboursement de prêt immobilier. Ah, te voilà, caché près des amuse-gueules. Bon choix. Au moins, la nourriture ne te jugera pas de ne pas comprendre la conversation. Un serveur est passé avec du champagne. Sophie a pris 2 verres et m'en a tendu un. Je voulais te demander, as-tu déjà fini tes études? Julien a mentionné que tu avais abandonné la fac. L'université de Bordeaux, ai-je corrigé doucement. Ah oui, et tu étudiais les études générales. Le ton de Sophie suggérait que c'était adorablement charmant. C'est merveilleux, l'éducation est différente pour tout le monde. Nous n'avons pas toutes besoin de diplômes supérieurs pour être heureuses. Avant que je puisse répondre, Sophie avait repéré quelqu'un de plus important et s'était éloignée en glissant, me laissant seul avec 2 coupes de champagne. J'avais besoin d'air. Le balcon donnant sur la place de la Bourse était vide. Le froid de novembre retenait les autres invités à l'intérieur. J'ai posé les 2 verres et j'ai agrippé la balustrade en pierre, laissant le vent me rafraîchir la tête. « Échappé aux félicitations ?» a demandé une voix derrière moi. Jean-Luc est apparu sur le balcon, son visage buriné pensif. À 63 ans, il était l'associé gérant de Lefebvre & Associés depuis 2 décennies. C'était aussi la seule personne dans le monde de Julien qui m'avait jamais regardé comme si j'étais plus que décorative. Juste besoin de calme, ai-je dit. Jean-Luc m'a rejointe à la balustrade. Votre mari est plutôt satisfait de lui-même ce soir. La fusion Henderson a été un travail impressionnant. Une architecture financière très sophistiquée. Je suis sûr que Julien a beaucoup travaillé dessus. Bien que j'aie trouvé intéressant que la stratégie corresponde à un cadre présenté
lors du Sommet international de la finance de Stockholm il y a 5 ans, écrit par quelqu'un nommé Mugé Bernadotte. Jean-Luc a laissé le nom planer dans l'air. J'ai assisté à ce sommet. La présentatrice était brillante. Jeune, la vingtaine, parlait 6 langues, avait des idées qui laissaient les économistes seniors se dépêcher de prendre des notes. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais j'ai gardé ma voix stable. Ça semble impressionnant. Ce qui est plus impressionnant encore, c'est qu'il y a 3 ans, alors que notre cabinet était sur le point de s'effondrer sous le poids de la dette, un donateur anonyme a tout restructuré, nous a sauvés. Le représentant du donateur n'a parlé que suédois pendant nos négociations. Jean-Luc s'est tourné pour me regarder directement. Julien ne parle pas suédois, mais je vous ai entendu au téléphone quand vous pensiez que personne n'écoutait. Nos regards se sont croisés. Je n'ai vu aucune menace dans son expression, seulement de la curiosité et quelque chose comme du respect. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je demandé. « Parce que j'ai vu Julien vous traiter comme un meuble pendant 3 ans et je me suis demandé pourquoi quelqu'un tolérerait cela. » Il y avait une sorte de déception, de lassitude, mais aussi une lueur de satisfaction dans son regard. « Maintenant, je crois que je comprends. Vous attendiez quelque chose. » Jean-Luc a redressé sa veste. « J'espère que vous l'obtiendrez. » Il est retourné à l'intérieur, me laissant seul avec mes pensées tourbillonnantes. Le gala atteignait son apogée. À l'intérieur, Julien se tenait au pupitre, acceptant son prix. Le projecteur le faisait briller d'autosatisfaction. La foule applaudissait, tandis qu'il se lançait dans son discours, remerciant son équipe, ses mentors, sa vision. « Et je dois remercier mon incroyable femme, Marie, » a dit Julien, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'il me trouve près du fond. « Viens ici, chérie. » Toutes les têtes se sont tournées. J'ai senti 300 paires d'yeux sur moi alors que je marchais vers l'estrade, ma robe grise étant absolument insignifiante au milieu d'une mer de robes de créateur. Julien m'a tiré près de lui, sa prise serrée sur ma taille. N'est-elle pas douce, ma petite femme au foyer? Elle a à peine fini la fac. Que Dieu la bénisse, mais elle fait un sacré bon pot au feu. Des rires ont parcouru le public, certains mal à l'aise, d'autres véritablement amusés. Sophie est apparue au bord du micro. Son timing était parfait. Eh bien, on ne peut pas toutes être des génies, n'est-ce pas? Certaines comme sont juste faites pour soutenir de grands hommes dans l'ombre. Encore des rires, plus fort maintenant. Julien a souri à la foule, puis m'a regardé avec un dédain désinvolte. « Tu peux aller te rasseoir maintenant, chérie. Les grandes personnes discutent. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. Public, enregistré, témoigné par tous ceux qui comptaient dans les cercles juridiques et politiques de Bordeaux. Je me suis retourné pour quitter l'estrade. C'est à ce moment-là que les portes à l'arrière du salon se sont ouvertes en grand. 4 hommes en uniforme diplomatique suédois ont traversé le gala avec une précision militaire, leurs bottes résonnant sur le marbre. Les conversations se sont éteintes instantanément. Les verres de champagne se sont immobilisés à mi-chemin. Tous les regards dans le grand théâtre se sont tournés vers l'entrée. Derrière les gardes marchait un homme qui imposait l'attention simplement par son existence. Le prince Pierre de Suède mesurait 1,88 m, ses cheveux argentés balayés en arrière, son port rayonnant de générations d'autorité royale. Il portait les insignes formels de la royauté suédoise. Une écharpe bleu nuit traversait sa poitrine, ornée de l'emblème des 3 couronnes en or. Des médailles d'une vie de service diplomatique scintillaient sous les lustres. Il s'est dirigé directement vers l'estrade où Julien se tenait toujours, figé en plein milieu de son discours, son prix serré inutilement dans ses mains. La salle a retenu son souffle collectif. Mon père s'est arrêté à 1,50 m de l'estrade, ses yeux me trouvant. Son expression s'est adoucie un instant, un père revoyant sa fille après une trop longue séparation. Puis son visage est revenu à une dignité formelle alors qu'il s'adressait à la foule. « Bonsoir, je m'excuse pour cette interruption.
Son français était parfait, accentué par les tons raffinés de l'aristocratie européenne. Je suis le prince Pierre de Suède. Je suis venu aborder une situation concernant ma fille qui nécessite une correction immédiate. Le visage de Julien s'est vidé de toute couleur. Vous êtes... quoi? Mon père s'est tourné pour faire face à la foule, sa voix portant jusqu'à tous les coins du salon. Ma plus jeune fille, la princesse Marie Gustava Bernadotte, a vécu en France ces 3 dernières années pour ce qui devait être un congé sabbatique privé, une période d'échange culturel et de réflexion personnelle, loin des formalités de la vie de cour. Le silence était si complet que le bruit de la circulation de la place de la Bourse à l'extérieur semblait assourdissant. Mon père a continué, son ton mesuré mais acéré. J'ai récemment appris que pendant cette période, ma fille a été soumise à un traitement qui, très franchement, est en deçà de la dignité que tout être humain mérite, sans parler d'un membre de la famille royale suédoise. Il doit y avoir une erreur, a réussi à articuler Julien, ses instincts d'avocat se manifestant enfin malgré son choc. Marie est... Elle n'est pas... Elle ne peut pas être... Elle ne peut pas être quoi, monsieur Lefebvre? Une princesse. La voix de mon père aurait pu geler le. Parce qu'elle a abandonné la fac, comme vous venez de l'informer à 300 témoins? Julien a ouvert la bouche, l'a refermée. Mon père a tendu la main vers sa veste et en a tiré un portfolio en cuir. Permettez-moi de clarifier quelques faits pour vous et cette distinguée assemblée. Il l'a ouvert, révélant des documents officiels portant les sceaux royaux. La princesse Marie Gustava Bernadotte est diplômée de l'université d'Uppsala à l'âge de 19 ans avec les plus grands honneurs de sa promotion. Elle est titulaire d'un double diplôme en droit international et en économie. Elle parle 7 langues couramment, suédois, anglais, allemand, français, espagnol, mandarin et russe. Il a sorti un autre document. À 21 ans, elle a été nommée pour gérer le portefeuille d'investissement américain de la fiducie familiale Bernadotte. Valeur actuelle, 800 millions de dollars. Des halètements ont parcouru la foule. Quelqu'un a laissé tomber une coupe de champagne. Elle s'est brisée sur le marbre. Le son était net dans le silence. Mon père n'avait pas fini. La princesse Marie a pris des décisions qui affectent les marchés mondiaux avant même que vous ne passiez votre examen du barreau, monsieur Lefebvre. Elle a négocié des traités, restructuré des dettes d'entreprise et influencé la politique à des niveaux que vous n'atteindrez jamais. Julien a agrippé le pupitre comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. C'est impossible, j'aurais su, quelqu'un m'aurait dit. Pourquoi quelqu'un vous aurait-il dit? La question de mon père était chirurgicale dans sa précision. Vous n'avez jamais demandé. En 3 ans de mariage, vous ne vous êtes jamais renseigné sur l'éducation de votre femme, son origine familiale, ses intérêts ou ses capacités. Vous avez simplement décidé qu'elle était simple, et cela vous a suffi. Jean-Luc a ri, un court et vif éclat de son vindicatif venu de quelque part dans la foule. Mon père a produit un 3e document, celui-ci plus épais. Mais voici ce qui, je le soupçonne, vous intéressera le plus, monsieur Lefebvre. Savez-vous qui possède Lefebvre & Associés? La confusion de Julien était clairement visible. Le conseil d'associés, c'est collectivement possédé par... Non! L'interruption de mon père était absolue. Il y a 3 ans, votre cabinet faisait face à la faillite, des dettes de 40 millions de dollars qui auraient tout détruit. Un donateur anonyme a acheté ces dettes pour des cacahuètes et les a restructurées, sauvant le cabinet et toutes les carrières en son sein. Il a brandi le document. Ce donateur était la fiducie familiale Bernadotte, agissant à travers 7 couches de sociétés écrans et de fiducies internationales. Ma fille a acquis la pleine propriété de votre cabinet. Elle est propriétaire de Lefebvre & Associés et par extension de vos parts d'associés depuis 3 ans. La foule a éclaté. Les murmures sont devenus des conversations, des exclamations de choc.
Julien a reculé en trébuchant. Non, ça ne peut pas. La fusion Henderson. J'ai négocié ça. J'ai construit cette affaire. Vous l'avez construite en utilisant un cadre stratégique que ma fille a développé il y a 5 ans pour le Sommet international de la finance de Stockholm, a dit mon père. Le cadre est publiquement disponible dans les revues financières internationales. Vous avez copié son travail, Monsieur Lefebvre. Et lorsque l'accord Henderson a failli s'effondrer il y a 6 semaines, ma fille l'a sauvé grâce à ses propres connexions. Vous avez réussi sur ses fondations tout en vous moquant de son intelligence. Sophie, qui s'était dirigée vers la sortie latérale, s'est arrêtée net. Les yeux de mon père l'ont trouvée. Mademoiselle Leblanc, s'il vous plaît, ne partez pas. Nous avons des choses à discuter concernant vos communications avec Dumont et Associés. L'équipe de sécurité de ma fille a été très méticuleuse dans la documentation de vos tentatives de sabotage des affaires de M. Lefebvre. Le visage de Sophie est devenu blanc. Mon père s'est tourné de nouveau vers Julien, son expression froide. Vous avez bâti toute votre vie sur l'argent de ma fille, sa propriété, sa protection secrète. Et en retour, vous l'avez traité avec mépris. Vous l'avez qualifié de simple. Vous vous êtes moqué d'elle publiquement. Vous l'avez si peu estimée que vous n'avez pas pris la peine d'apprendre la première chose sur qui elle est réellement. Les mains de Julien tremblaient. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Vous auriez pu demander, ai-je dit doucement. C'était la première fois que je parlais depuis l'arrivée de mon père. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Ma voix était différente maintenant, claire, éduquée, portant l'accent subtil de l'aristocratie suédoise. La femme effacée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'autre entièrement. Mon père a sorti un autre document, celui-ci relié en bleu. Maintenant, Monsieur Lefebvre, je crois que vous êtes familier avec les contrats de mariage. Vous avez fait rédiger un contrat assez détaillé par votre avocat avant d'épouser ma fille. Julien a hoché la tête faiblement, la confusion se mêlant à sa terreur croissante. Vos avocats ont été très méticuleux pour protéger vos actifs. Des pages et des pages de clauses garantissant qu'en cas de divorce, vous conserveriez votre partenariat, vos propriétés, vos investissements. Le sourire de mon père était d'une finesse acérée. Ils étaient tellement concentrés sur la protection de ce que vous aviez qu'ils n'ont pas lu attentivement ce que les avocats de ma fille ont ajouté. Il a ouvert le document à une page marquée. Page 47, paragraphe 12, une clause de moralité. Voulez-vous que je la lise à voix haute? Julien n'a rien dit. La foule s'est penchée collectivement. Mon père a lu d'une voix claire et formelle. Dans l'éventualité où l'une des parties s'engagerait dans une humiliation publique, une dégradation ou un abus de l'autre partie, attesté et documenté par pas moins de 3 parties indépendantes, tous les actifs acquis pendant le mariage reviendront immédiatement à la partie lésée, ainsi que tous les actifs achetés avec des fonds ou un crédit garanti par les avoirs de la partie lésée. Les mots ont résonné comme des coups de marteau. Ce soir, Monsieur Lefebvre, vous avez qualifié votre femme de simple, pas particulièrement brillante, et vous lui avez dit que les grandes personnes discutaient devant 300 témoins. 6 organes de presse différents ont des caméras ici, toutes enregistrant. Cette déclaration a déjà été diffusée sur 3 chaînes locales. Mon père a fermé le document. La clause de moralité a été activée. L'équipe juridique de ma fille a déposé les documents il y a 17 minutes. Julien a de nouveau agrippé le pupitre. « Attendez, déposez quel document? » « Le transfert des actifs, avec effet immédiat. » La voix de mon père était impitoyable. « Permettez-moi de détailler exactement ce que vous avez perdu au cours des 17 dernières minutes. » Il a compté sur ses doigts comme un professeur énumérant les faits. L'appartement des Chartrons où vous vivez. Acheté il y a 3 ans avec un prêt garanti par les actifs de Lefebvre et Associés. Des actifs qui appartiennent à ma fille. L'appartement est le sien. La respiration de Julien est devenue haletante. Vos parts d'associés au cabinet, également garanties par sa propriété. Ces parts sont à elle. Mon père a continué sans pause.
Votre Mercedes dans le parking souterrain, financé par le programme de véhicules de direction du cabinet. À elle, votre adhésion au cercle des gens de mer, payé par les avantages des associés. Révoqué. Votre yacht amarré à Arcachon. Oui, nous sommes aussi au courant de ça. Financé avec un prêt que vous avez garanti en utilisant votre partenariat comme garantie. Il appartient maintenant à ma fille. Chaque élément arrachait une pièce de la vie soigneusement construite de Julien. Votre portefeuille d'investissement, tel qu'il est, a été en grande partie développé grâce à un accès privilégié aux affaires du cabinet. Ces investissements ont été réalisés en utilisant des informations privilégiées d'une entreprise qui appartient à ma fille. Selon la loi, ces profits appartiennent au cabinet, ce qui signifie qu'ils lui appartiennent. L'expression de mon père était taillée dans la glace. Votre Rolex, votre collection d'or, votre chalet de ski dans les Pyrénées, tous achetés avec de l'argent qui remonte à des revenus d'un cabinet dans lequel vous n'avez plus vraiment de capitaux propres. Voulez-vous que je continue? Les jambes de Julien ont cédé. Il s'est assis lourdement sur les marches de l'estrade, son prix tombant de doigts sans force et cliquetant sur le sol. De l'autre côté de la salle, Sophie a tenté une autre fois de se glisser vers la sortie. Cette fois, des gardes suédois se sont déplacés pour bloquer son chemin, leur présence courtoise mais absolument inébranlable. « Mademoiselle Leblanc, je vous avais demandé de rester, » a dit mon père, son attention se déplaçant vers elle. L'équipe de sécurité de ma fille a passé les 6 dernières semaines à documenter vos activités de manière assez exhaustive. Vous avez été en contact avec Dumont et Associés 13 fois au cours des 2 derniers mois. Vous avez copié des fichiers confidentiels de 17 des affaires de M. Lefebvre. Vous avez fourni à l'avocat adverse des informations stratégiques privilégiées à au moins 4 reprises. Le visage de Sophie est passé du blanc au gris. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment, parce que nous avons les emails, les relevés téléphoniques, les reçus de restaurant de vos réunions avec David Dumont lui-même. La voix de mon père était calme, factuelle, dévastatrice. On vous a promis une association principale chez Dumont et Associés en échange de la destruction de la crédibilité de M. Lefebvre et du vol de sa clientèle. Espionnage d'entreprise, Mademoiselle Leblanc. L'Ordre des avocats de Nouvelle-Aquitaine recevra un rapport complet demain matin. La bouche de Sophie s'est ouverte et s'est refermée sans un bruit. Ce qui est particulièrement intéressant, a continué mon père, c'est que vous avez saboté l'homme même que vous prétendez admirer. L'homme que vous suggériez être freiné par sa femme inadéquate. Vous n'essayez pas de l'aider à atteindre son potentiel, Mademoiselle Leblanc. Vous le détruisiez systématiquement pendant qu'il était distrait par vos flatteries. Julien s'est tourné pour regarder Sophie, la trahison gravée sur ses traits. Mon père a reporté son attention sur Julien. Ainsi, voyez-vous, Monsieur Lefebvre, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous existez à cet instant en tant qu'avocat junior sans actif, sans association, sans propriété et très probablement sans carrière une fois que l'Ordre des avocats apprendra comment vous avez été compromis par l'espionnage de votre collègue. Marie, s'il te plaît. La voix de Julien s'est brisée. Il a trébuché sur ses pieds, tendant la main vers moi. Je ne savais rien de tout ça à ton sujet. À propos de Sophie, du cabinet, si j'avais su, tu aurais quoi? Ma voix a coupé ses supplications comme une lame traverse la soie. J'ai fait un pas en avant et toute ma posture a changé. Mon dos s'est redressé, mon menton s'est levé. L'affaissement incertain et apologétique que j'avais cultivé pendant 3 ans a disparu. Tu m'aurais traité avec respect, valorisé mes opinions, m'aurais posé des questions sur ma vie. La transformation était saisissante. La femme qui parlait maintenant commandait la salle avec une autorité sans effort. Tu n'avais pas besoin de savoir que j'étais une princesse pour me traiter comme un être humain, Julien. Tu n'avais pas besoin de connaître mon éducation pour éviter de te moquer de mon intelligence en public. Tu n'avais pas besoin de savoir ma richesse pour t'abstenir de me traiter de simple devant 300 personnes.
Ma voix portait l'accent raffiné de l'aristocratie européenne. Rien à voir avec le ton doux et incertain que j'avais utilisé pendant 3 ans. Tu avais besoin de décence humaine, c'est tout, et tu n'as même pas pu gérer ça. Julien pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime. S'il te plaît, on peut arranger ça. Non, Julien. Ma voix était douce mais absolue. Tu as aimé ce que tu pensais posséder. Une fille discrète et simple qui te faisait te sentir important. Cette personne n'a jamais existé. Je te testais. Je testais si tu pouvais m'aimer, vraiment m'aimer quand tu pensais que je n'avais rien à t'offrir d'autre que moi-même. Tu as échoué de manière spectaculaire. Je me suis tourné vers Sophie, qui se tenait figée entre les gardes suédois. Et toi, tu pensais que la cruauté était un pouvoir. Tu pensais que rabaisser d'autres femmes te ferait monter. Tu as confondu l'ambition avec l'éthique et l'impitoyabilité avec la force. Maintenant, tu auras des années pour reconsidérer ces choix. J'ai regardé mon père. Je suis prête à rentrer à la maison maintenant. Mon père m'a offert son bras. Je l'ai pris, ma main reposant sur sa manche avec la grâce exercée de quelqu'un né au protocole royaux. Ils ont marché vers les portes, mon maintien royal et inébranlable. Derrière nous, Julien s'est effondré complètement, ses sanglots résonnant dans la salle silencieuse. Sophie se tenait rigide, son visage figé d'horreur alors que tout son avenir s'écroulait. Les portes sont restées ouvertes, encadrant mon père et moi dans l'entrée. Mais au lieu de partir immédiatement, j'ai fait une pause. Je me suis retourné pour faire face à la foule. Et à ce moment-là, 300 personnes ont été témoins d'une métamorphose complète. La courbure que j'avais cultivée pendant 3 ans avait disparu. Mes épaules étaient en arrière, ma colonne vertébrale s'allongeait jusqu'à ce que je sois à ma pleine hauteur. Mon menton s'est levé avec le maintien de quelqu'un qui avait assisté à des dîners d'État depuis l'enfance. Même mon expression a changé, l'incertitude disparaissant, remplacée par une autorité calme qui rayonnait de moi comme de la chaleur. Quand j'ai parlé à nouveau, ma voix a rempli la salle sans effort, chaque mot articulé avec précision, avec la diction de quelqu'un formé à la prise de parole en public. Je veux dire quelque chose avant de partir, car je pense qu'il est utile de comprendre exactement ce qui s'est passé ici ce soir. Julien m'a regardé depuis l'endroit où il était affalé sur l'estrade, l'espoir clignotant pathétiquement sur son visage taché de larmes. Il y a 3 ans, j'ai fait un choix, ai-je continué, m'adressant maintenant à toute la salle. J'ai choisi d'épouser un homme qui ne savait rien de moi, sauf ce qu'il pouvait voir. Une jeune femme travaillant à un événement caritatif, agréable à regarder, d'un tempérament accommodant. Il m'a courtisé intensément, comme les hommes le font quand ils veulent quelque chose. Mais il ne m'a jamais posé de questions sur mes rêves, mon éducation, ma famille ou ce que je voulais de la vie. Il a simplement décidé qui j'étais, et cela lui a suffi. J'ai marché lentement vers l'estrade, mes mouvements fluides et contrôlés. Je me suis demandé s'il était possible que quelqu'un m'aime, vraiment m'aime, sans connaître mon titre, ma richesse, mes relations. Alors, je lui ai donné 3 ans pour découvrir qui j'étais réellement. 3 ans pour montrer de la curiosité pour sa propre femme. 3 ans pour me poser les questions les plus élémentaires sur moi-même. Julien, tu n'as jamais demandé, pas une seule fois. Tu m'as dit quoi porter, quoi dire, où me tenir. Tu as critiqué ma cuisine, mon apparence, mon intelligence. Tu as amené ta collègue chez nous et tu as ri avec elle de ma simplicité. Tu as bâti tout ton mariage sur l'hypothèse que j'étais trop naïve pour remarquer, trop stupide pour m'en soucier, trop insignifiante pour avoir de l'importance. Je ne voulais pas dire, a commencé Julien. Si tu voulais dire, mon interruption fut chirurgicale. Tu voulais dire chaque mot, chaque commentaire dédaigneux, chaque humiliation publique, chaque instant où tu as choisi la compagnie de Sophie plutôt que la mienne. Tu voulais dire tout cela parce que tu croyais fondamentalement que j'étais moins que toi. Pas moins éduqué,
Tu ne connaissais pas mon éducation. Pas moins capable. Tu n'as jamais pris la peine d'apprendre mes capacités. Tu croyais que j'étais moins que toi parce que je ne montrais pas le genre d'ambition agressive que tu trouvais précieuse. Je me suis tourné pour m'adresser de nouveau à la foule. C'est la différence entre l'amour et la possession. L'amour cherche à connaître. L'amour pose des questions. L'amour valorise les pensées, les rêves, les peurs et les espoirs de l'autre personne. La possession ne demande que le contrôle. Mon regard a balayé l'audience silencieuse. Julien ne voulait pas une femme. Il voulait un appareil qui souriait quand il y avait des invités. Plusieurs femmes dans la foule ont hoché la tête presque inconsciemment. Mon attention s'est portée sur Sophie, qui se tenait rigide entre les gardes, sa robe émeraude paraissant soudain criarde sous les lumières. Quant à toi, mademoiselle Leblanc, tu as construit ton identité sur le fait d'être plus intelligente, plus dure, plus impitoyable que tout le monde autour de toi. Tu as pris la gentillesse des autres pour de la faiblesse. Tu as confondu la cruauté avec la force. La mâchoire de Sophie s'est serrée, mais elle n'a rien dit. Tu m'as vue silencieuse et tu as décidé que j'étais stupide. Tu m'as vue accommodante et tu as décidé que j'étais sans valeur. Tu n'as jamais envisagé que le silence puisse être stratégique, que l'observation puisse être puissante, que la gentillesse puisse être un choix plutôt qu'une limitation. Ma voix est restée calme, presque douce, ce qui a rendu mes mots encore plus percutants. La vraie force n'exige pas de rabaisser les autres. La vraie confiance n'a pas besoin d'humilier les autres pour se sentir en sécurité. Tu as trahi un collègue qui te faisait confiance, saboté un homme que tu prétendais respecter et détruit ta propre carrière parce que tu ne pouvais pas voir au-delà de ta propre ambition assez longtemps pour reconnaître que tu marchais sur des sables mouvants. Le visage de Sophie s'est effondré. Une seule larme a coulé sur sa joue, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Je me suis tourné vers mon père, mon expression s'adoucissant en le regardant. Les yeux de mon père contenaient de la fierté et du soulagement à parts égales. « Je suis prête maintenant », ai-je dit doucement en suédois. Mon père a répondu dans la même langue, sa voix chaleureuse. « Bienvenue à la maison, ma fille. » Il a de nouveau offert son bras. Cette fois, lorsque je l'ai pris, j'ai marché avec la démarche incomparable de la royauté, mesurée, gracieuse, absolument sûre de moi. Nous nous sommes dirigés vers les portes ensemble, les gardes suédois se mettant en formation autour de nous. La foule est restée figée, 300 des personnes les plus influentes de Bordeaux se tenant dans un silence absolu, alors qu'elles regardaient une femme qu'elles avaient rejetée comme insignifiante, se révéler comme quelqu'un qui avait possédé tout leur monde sans que personne ne le sache. Jean-Luc a commencé à applaudir. Lentement, d'autres l'ont rejoint. Le son a grandi jusqu'à remplir la salle. Non pas les applaudissements polis de l'obligation sociale, mais une véritable reconnaissance de ce dont il venait d'être témoin. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai simplement quitté le grand théâtre au bras de mon père, laissant derrière moi un mari qui avait tout perdu et une collègue qui s'était autodétruite. Les portes se sont refermées derrière la délégation suédoise avec un doux clic final. Dans la salle, quelqu'un a chuchoté « Est-ce que ça vient vraiment de se passer ?» Marguerite Delacroix, qui m'avait ignoré près de la fontaine à champagne plus tôt, se tenait la main sur la bouche, le visage pâle. « Nous venons tous de le voir. Elle possédait tout le cabinet, a murmuré quelqu'un d'autre. Depuis tout ce temps, elle possédait tout, a corrigé Jean-Luc doucement. Nous étions juste trop aveugles pour le voir. 6 mois plus tard, la princesse Marie-Gustava Bernadotte se tenait à un pupitre dans le grand salon des ambassadeurs du Palais Royal de Stockholm, s'adressant au sommet international du développement économique. 200 délégués de 47 pays écoutaient attentivement alors que j'exposais ma proposition de restructuration de la dette des entreprises prédatrices dans les pays en développement. J'ai parlé en anglais d'abord, puis suis passé sans transition au français pour la délégation africaine, puis à l'espagnol pour les représentants latino-américains.
Ma présentation était percutante, complète et étayée par les données de mes années de gestion des investissements mondiaux de la fiducie Bernadotte. Quand j'ai eu terminé, les applaudissements ont été immédiats et soutenus. Le ministre des Finances norvégien m'a approché ensuite, un respect sincère dans les yeux. Votre Altesse, ce cadre pourrait réellement changer la façon dont nous abordons le prêt international. Avez-vous envisagé de présenter cela au Comité Nobel d'économie? J'ai souri. Ils ont déjà demandé un rapport complet. Je les rencontre le mois prochain. Le sommet a été un triomphe. La proposition que j'avais passé 6 mois à développer allait avoir un impact sur des millions de vies à travers 3 continents. Les organes de presse du monde entier ont couvert mon travail et les décideurs politiques mettaient déjà en œuvre mes recommandations. J'étais rentré en Suède la nuit du gala et je n'avais pas regardé en arrière. Mon père m'avait accueilli les bras ouverts et en quelques semaines, j'avais repris mes fonctions officielles. Le peuple suédois, qui avait à peine su que j'existais pendant mon absence de 3 ans, me voyait maintenant au dîner d'État, aux réceptions diplomatiques et aux conférences économiques. Je ne me cachais plus. Des nouvelles de Bordeaux me parvenaient occasionnellement via Jean-Luc, qui avait pris la relève en tant qu'associé gérant de Lefebvre & Associés et mettait en œuvre des réformes radicales de la culture et des pratiques du cabinet. Julien avait quitté la Nouvelle-Aquitaine entièrement. Selon Jean-Luc, il avait déménagé dans les Pyrénées et avait pris un poste de défenseur public dans un petit village de montagne. Le travail était éreintant, le salaire minimal, et les clients étaient des gens que la société avait en grande partie oubliés. Le contraire absolu de son ancienne vie, à défendre de riches corporations. Jean-Luc avait entendu par des contacts que Julien était compétent mais discret, apparemment humilié par la destruction totale de tout ce qu'il avait construit. La chute de Sophie avait été encore plus dramatique. L'Ordre des avocats l'avait radié du barreau dans les 2 mois suivant le gala. Les preuves d'espionnage d'entreprise étaient accablantes, et Dumont, un associé, s'était immédiatement distancié d'elle, affirmant n'avoir jamais fait aucune offre et n'avoir pris ses appels que par courtoisie professionnelle. Elle avait publié un mémoire 3 mois plus tard intitulé « Le prix de l'ambition ». Comment j'ai détruit ma carrière par la cruauté. Il se vendait modérément bien dans la section développement personnel, commercialisé comme un conte moral sur les dangers de sacrifier l'éthique au succès. J'avais reçu un exemplaire anticipé avec une note manuscrite. « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour je pourrai devenir quelqu'un qui mérite le pardon. » Je n'avais pas répondu, mais je n'avais pas non plus jeté le livre. Mon téléphone a vibré alors que je quittais la réception du sommet. Un SMS de ma sœur, Christina. « Il y a un diplomate norvégien pour le dîner d'État de ce soir. Éric Lefebvre, attaché culturel, très beau, très gentil. Il m'a posé 17 questions sur ma recherche en biologie marine. 17. Est-ce que je le mets à côté de toi? » J'ai souri à l'écran. Seulement s'il me pose des questions à moi aussi. Il a déjà demandé à papa pour ton travail de développement économique. Voulait tout savoir sur ton éducation et ton parcours. Je pense qu'il te plaira. Ce soir-là, j'étais assise à côté d'Éric Lefebvre au dîner. Il était effectivement beau, cheveux sable, yeux bruns chaleureux, un sourire facile. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa curiosité sincère. Il m'a posé des questions sur mes années à Uppsala, mon travail avec la fiducie Bernadotte, mes réflexions sur la coopération nordique. Il a écouté mes réponses avec une attention concentrée et posé des questions de suivi, voulait comprendre non seulement ce que je faisais, mais pourquoi cela comptait pour moi. J'ai lu votre proposition sur la restructuration de la dette, a-t-il dit alors que le dessert était servi. La section sur la protection des services sociaux pendant les transitions économiques était brillante. Comment avez-vous développé ce cadre? J'ai senti quelque chose de chaud éclore dans ma poitrine. Un homme qui posait des questions, qui voulait savoir. J'ai passé 3 ans en France, ai-je dit prudemment,
apprenant ce qui se passe quand les gens ne sont valorisés que pour ce que les autres peuvent voir en surface. Cette expérience m'a appris à regarder plus profondément, à poser des questions, à ne jamais supposer que je connais l'histoire complète de quelqu'un. Eric a hoché la tête pensivement. Cela semble avoir été difficile. Ça l'a été, mais ça m'a appris quelque chose d'important. J'ai croisé son regard. Ça m'a appris que ma voix compte, que le silence ne signifie pas l'impuissance, et que quiconque vous valorise vraiment voudra savoir qui vous êtes réellement. J'aimerais savoir qui vous êtes réellement, a dit Eric simplement, si vous voulez bien partager. J'ai souri. Posez-moi des questions et j'y répondrai. Pour la première fois depuis des années, je me sentais réellement vu. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur monumentale. Probablement les deux. C'est comme ça la vie. Non, rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. Et je ne la changerai pour rien au monde. Est-ce que ça veut dire que tout va bien maintenant? Que j'ai trouvé mon âme sœur? Je ne sais pas. Eric est incroyablement gentil, attentif, curieux. Ça se sent juste, ça se construit. C'est peut-être la seule vraie façon de faire, finalement. Qui sait?